En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes, ce qui représente 985 intrusions chaque jour. Chez les particuliers comme les professionnels, le nombre de cambriolages explose. Alors l'État a décidé d'agir. Pour venir à bout des criminels, les fichiers sont désormais croisés. Une cellule qui regroupe toutes les infractions a même été créée. Paris, commissariat central du 20e arrondissement. Ces hommes appartiennent à un service de police un peu spécial, le SIT, service d'investigation transversale de la préfecture de police. Plusieurs fois par an, ces policiers spécialistes des phénomènes délinquants s'entraînent au tir. Comme d'habitude, 10 mètres face à une cible, voilà, tranquillement. C'est bon pour tout le monde? Pour s'échauffer, les policiers effectuent plusieurs tirs de précision. Mais aujourd'hui, l'exercice va se corser. Je vais vous mettre dans le noir complet. Donc une fois que vous serez dans le noir, vous allez réagir au flash lumineux, plus au coup de sifflet, c'est fini, le coup de sifflet. Et on va tirer avec les deux mains, 2 cartouches à chaque fois. Principale difficulté, perdre la notion de distance. Un exercice important pour savoir réagir en cas d'attaque. Pourquoi vous entraînez au tir? Parce que un jour, il faudra peut-être sortir là, mais en faire usage. Donc il faut savoir s'en servir et pas l'appréhender. Le SIT a également créé une cellule de lutte contre les cambriolages. En plein cœur de Paris, cette unité regroupe une dizaine d'enquêteurs, dont Alexandre et Vincent. Tu peux venir, Vincent? Regarde, lui, c'est un gars qui est sorti à la Paluche. Ils enquêtent sur un individu suspecté de s'introduire dans des entreprises pour voler des ordinateurs portables. Hop, on le voit passer. Là, il a l'ordinateur portable dans la sacoche. Il revient. Il en met un deuxième. Il bourre la sacoche. Là, c'est typique de notre métier, c'est-à-dire monter une affaire où on va avoir plusieurs faits consécutifs et où on voit un auteur qui va commettre plusieurs méfaits dans le temps. Et donc nous, on va saisir du dossier pour amener cet auteur devant la justice en montrant qu'il en a fait son métier, en fait. Après 6 mois d'enquête, Alexandre et Vincent pensent avoir découvert où ils vivaient. On va faire une perquisition, on va voir ce qu'on trouve. Si on a de la chance, il viendra de voler. Si on n'a pas de chance, on aura toujours l'auteur. Et puis, ça va être de l'entendre sur les faits. Le lendemain matin, il est 6 heures. 5 policiers sont prêts à interpeller le cambrioleur en série. Si le suspect principal compte à son actif plus de 15 cambriolages au sein de plusieurs sociétés, c'est grâce à une méthode audacieuse, mais pourtant très simple. Déjà, il a la quarantaine, il va être habillé correctement. Il y a plusieurs vidéos où on voit qu'il a parfois un pantalon de costume avec une veste de costume, ou au moins une chemisette, etc. Il passe totalement inaperçu. Ce matin, Alexandre compte bien sur l'effet de surprise pour déstabiliser l'individu. Là, on va dire que c'est un bon moment parce qu'on a son domicile. On va faire une perquisition, Là, là aussi, ça va lui faire tout bizarre, quoi. Ça va le stresser. Ça va le stresser pas mal. 15 minutes plus tard, les policiers arrivent dans l'immeuble du suspect. Et à peine entrés, un détail leur saute aux yeux. Alex, quoi? Le courrier a été ramassé. Le courrier a été ramassé. Autrement dit, l'homme séjournerait souvent dans son appartement. Mais les policiers n'ont aucune certitude quant à sa présence. Police, ouvrez! Au bout de quelques minutes, leur tapage finit par alerter une voisine. Il est grand avec des oreilles un peu décollées? Oui. Et quelle porte? Elle reconnaît formellement le suspect et confirme qu'il s'agit bien de son appartement. Une information cruciale pour les enquêteurs.
Alors les policiers n'hésitent plus et emploient la méthode forte. Tiens. Vas-y, espèce de trou du cul. Allez, vas-y. Allez. T'es opéré de quoi? T'es opéré de quoi? Tu nous as pas entendu? Franchement, tu m'as pas entendu? Non, tu m'as pas entendu, franchement? Vas-y, allez, lève-toi. Non, non, tu te lèves. On va sécuriser les lieux. Et après, tu pourras. Une fois à l'intérieur, surprise, le suspect que nous appellerons Yvan est bien chez lui. Assis-toi. Dans cette chambre de quelques mètres carrés, une chaleur insoutenable et un sol jonché d'ordures. Les clés, Sur la table de nuit, plusieurs seringues qui viennent d'être utilisées. Yvan est héroïnomane. Et puis après, on foutra tout au fur et à mesure sur le canapé en fonction de... T'as rien d'autre, hein? Mais ce qui attire l'attention des policiers, c'est tout autre chose. Regarde, c'est blindé d'ordi. Des ordinateurs portables, haut de gamme et en grande quantité. Sur le sol, dans les étagères, au total, 7 ordinateurs sont saisis par les policiers. Je te donne les numéros de série à chaque fois. 2, Charlie. Pour l'instant, le présumé cambrioleur se montre plutôt coopératif. L'interpellation est réussie. On a aussi trouvé pas mal d'ustensiles que généralement les cambrioleurs utilisent, à savoir des lampes torches, des tournevis, diverses limes, tout ce qu'il faut pour être un bon cambrioleur. Les policiers doivent à présent faire avouer le suspect. Et ils n'ont que 48 heures devant eux. C'est alors une véritable course contre la montre qui s'engage. Chaque pochette, c'est un vol. T'avais pas menti, il y en a quand même quelques-uns déjà. Yvan choisit de garder le silence. Vincent lui révèle qu'il sait tout de lui. L'année dernière, ton RSA, il s'est arrêté en juillet. Tu le savais qu'il allait s'arrêter. C'est à ce moment-là que tu as commencé à repartir en live. Moi, j'ai tous tes relevés de compte. Je sais qu'à partir du mois d'août, où là, il y a un gros pic de vol, 2010, c'est parce que ton compte en banque, il est plus alimenté. Depuis août de l'année dernière, il est plus alimenté, il est à 1,47 €. Principal objectif pour Vincent, faire avouer à Yvan tous ses cambriolages, même ceux inconnus de la police. Dans le jargon policier, on appelle ça solder son compte. Par habitude, nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de solder. Quitte à y aller, autant être débarrassé de tout, plutôt qu'avoir des trucs qui ressortent après. Une fois de plus, le suspect ne réagit pas. Ce sont plutôt les ordinateurs retrouvés chez lui, visiblement volés, qui vont parler. Lors de la perquisition, les policiers ont relevé les numéros de série des ordinateurs. Après vérification, ils appartiennent à une société informatique située en région parisienne. Or, l'entreprise en question a été victime d'un cambriolage dans la nuit. Les services du SIT ont donc dépêché la police scientifique pour constater les vols. Là, en revanche, j'ai touché partout. Par contre, je n'ai pas touché à la chaise. Et puis, on voyait les traces de pieds là, les traces de pieds là. Le cambrioleur serait entré par la fenêtre du rez-de-chaussée. Il a forcé le loquet. Première étape pour les policiers, relever les empreintes du voleur. De précieux indices pour la suite de l'enquête. Celle-là, c'est celle-là. C'est sûr et certain que c'est celle-là. T'as vu les traces de l'autre côté, c'est celle-là qui est rentrée. Alors, c'est pour ça qu'il y a la chaise qui est repartie. Pour le major Gallon, ce mode opératoire est plutôt classique. Dans ce cas précis, la personne a réussi à forcer une des vitres. C'est une fermeture classique. Et donc, certainement, avec un tournevis, elle a réussi à faire lâcher la sécurité. Et la porte vitrée s'est ouverte, tout simplement. Et donc, on voit bien des traces sur le rebord et sur la chaise qu'il a utilisée après pour pouvoir repasser de l'autre côté et emmener les ordinateurs. Le cambrioleur a visité plusieurs bureaux, dont celui de Serge, le gérant de la société.
Oui. Après, il est monté à Alors, l'étage. donc là, il est monté après. Par ici. Il est monté par là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous a dérobé? Ah il y a au moins 7 ou 8 PC portables. Et donc, il a pris aussi donc mon sac de sport, vraisemblablement pour s'en servir pour mettre les PC. Et puis, il a emmené ma raquette de badminton. Les ordinateurs de l'entreprise étaient reliés entre eux par un câble, que le cambrioleur a violemment sectionné. Puis voilà, le mien il s'est acharné dessus, il n'a pas réussi à le voler. Donc, alors là en revanche j'ai vraiment touché à tout parce que j'étais préoccupé de savoir s'il fonctionnait encore pour que je puisse travailler. Est-ce que vous avez, vous ou la résidence, un système de caméra de vidéoprotection? Malheureusement non. Donc du coup je vais faire installer tout ça tout à la Est-ce que fin vous êtes dans la équipé d'un semaine. système d'alarme ou pas? Malheureusement non. Pas encore, maintenant on va le faire. Au final, le préjudice s'élève à 10 000 €. Mais Serge a eu de la chance. J'allais déposer plainte quand votre collègue m'a appelé. J'étais sur le point de partir, il me dit j'ai vos PC, on a perquisitionné, on a retrouvé votre matériel. Mais c'est quelqu'un qui a été ciblé par les services de police, donc ils l'ont interpellé pour d'autres affaires. D'accord. Et le hasard a voulu que cette ligne avait fait votre société, donc D'accord, c'est pour ça qu'on a retrouvé vos ordinateurs rapidement, parce que des fois c'est un petit peu super. plus long quand même. Les empreintes recueillies sur la fenêtre de l'entreprise vont être comparées à celles d'Yvan, l'homme interpellé dans la matinée. Et le résultat va être sans appel. C'est bien ton empreinte digitale. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ton empreinte digitale peut se retrouver, c'était le pouce de ta main gauche, peut se retrouver avec effraction? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est pas moi qui... Non, c'est... Alors, les traces papillaires, même les vrais jumeaux, n'ont pas les mêmes. Les empreintes, c'est unique. Ah là, je te dis, là, c'est l'empreinte relevée sur les lieux qui est sous-scellée, recomparée aujourd'hui avec les empreintes qu'on t'a pris il n'y a pas 2 heures. Donc... Vrai, non, mais après, que ça soit ton empreinte, ça c'est avéré. Comment elle a atterri dessus, dans quelles circonstances, c'est ça que je veux savoir, moi. C'est pas à moi de le dire pour toi. Comment ça se fait que ton empreinte? J'ai ma petite idée. Après, je veux que tu t'exprimes un petit peu. Franchement, je me rappelle pas, mais pour tout ça, s'il y a des empreintes à moi, c'est que voilà, c'est à moi. Yvan reconnaît que ses empreintes sont bien les siennes, mais il nie toujours le vol. Allez. C'est la fin de la première journée de garde à vue. Yvan passera la nuit en cellule. Désormais, il ne reste plus que 24 heures à Vincent pour obtenir des aveux. Il n'a pas été vraiment très loquace dans ses réponses. Et il nie des évidences. Je pense qu'il se ment à lui-même et il ne veut pas reconnaître son statut de voleur. Et du coup, voilà, il ne va pas réussir à mettre le mot. Le lendemain matin, l'interrogatoire reprend. Alexandre vient prêter main forte à Vincent pour interroger le suspect. À quelques heures de la fin de la garde à vue, il doit comprendre que les preuves amassées contre lui sont accablantes. On a tes empreintes, on a des vidéosurveillances. Là, c'est plus suicidaire qu'autre chose d'arriver à dire devant la justice, il y a mes empreintes qui sont retrouvées sur le lieu de cambriolage, je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, j'ai pas dit le contraire. Non, mais jusqu'à présent, tu nous as raconté uniquement les choses où tu pensais que tu pourrais t'en sortir. C'est tout. Il faut être honnête, hein. On a retrouvé 7 ordinateurs portables chez toi. C'est un peu difficile de dire que tu les as trouvés dans la rue comme ça. Et on a travaillé sur toi. On sait qui tu es. Quand je t'ai dit que tes oreilles, elles étaient reconnaissables. Non, ça s'il te plaît. Ouais, mais non. Mais oui, voilà. Mais il y a tout dans la... Il y a bien pire, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Mais ça... Toi, t'es là pour des cambriolages. C'est ce que je t'ai dit. Alors, je vais te dire une chose. Soit t'es héroïnomane et tu te souviens pas de tout. Soit à ce moment-là, tu te souviens parfaitement de tout ce que t'as fait et c'est le moment de le dire. Mais c'est en tous les cas certainement pas à dire « Ouh, j'ai pas fait tout ça et puis je me souviens pas du machin, etc. » Non, tu peux pas.
Moi, je sais par expérience que les toxicomanes ne se souviennent pas de tout. Par contre, ils se souviennent des lieux qu'ils ont faits et ils se souviennent des endroits où ils ont fait beaucoup d'argent. Yvan se retrouve poussé dans ses retranchements. Alors il décide de coopérer, mais sur un seul vol, celui de l'entreprise cambriolée la veille. Et comment t'es rentré dans cette société? Par la fenêtre qui était ouverte. C'est une fenêtre au rez-de-chaussée ou à un étage? Non, au rez-de-chaussée. Détaille-moi un petit peu plus tout ça, s'il te plaît. Je suis rentré par la fenêtre. Donc il y avait des tables comme les vôtres. Ouais. Avec plein d'ordinateurs. Il doit y en avoir moins 500 dans cette société. C'est très grand. Et voilà, j'ai pris ce qu'il y avait sur les tables. Pas tous, mais ce que j'ai pu prendre. Je suis parti. L'audition est maintenant terminée. Dans le bureau, la pression descend d'un cran. Mais un dernier détail taraude Vincent. Une raquette de badminton retrouvée chez Yvan. Bon, la raquette de badminton quand même. Pourquoi le voleur s'en est-il emparé? Yvan va alors avouer aux policiers l'une de ses techniques de cambriolage. Alors, je vais vous avouer un truc. Ça va vous faire marrer un peu, mais bon, c'est pas non plus le but. Le fait qu'il y ait un gymnase à côté, je l'ai pris pour pouvoir passer inaperçu sur le boulevard. D'accord. Ouais, c'est vrai, il y a un club de sport à côté, il arrive. Si Yvan vole des ordinateurs, c'est avant tout pour s'approvisionner en drogue. Le but, revendre un ordinateur 100 € contre une dose d'héroïne. Depuis notre tournage, Yvan a été condamné à de la prison ferme. La société, elle, a pu récupérer les ordinateurs volés. Mais son cas reste une exception, car les locaux commerciaux sont de plus en plus la cible des délinquants. Depuis un an, le nombre de commerces braqués a augmenté de 7% en ville et de 15% dans les zones rurales. Ces incidents à répétition laissent un goût amer aux commerçants et de plus en plus de faits divers font désormais la une des journaux. Récemment, une affaire a suscité un émoi national. Stéphane Turc, un bijoutier, a été la cible d'un braquage très violent. Alors que les deux braqueurs prenaient la fuite en scooter avec leur butin, le commerçant a tiré plusieurs fois en leur direction. Il a abattu l'un des deux, d'une balle dans le dos. Tout de suite, les commerçants de la ville manifestent leur soutien aux bijoutiers. Il faut trouver des solutions. Maintenant, il faut arrêter d'attendre que tous les jours il y ait un braquage de bijouterie et combien de morts on va compter. Sur les réseaux sociaux, 1,5 million de personnes se mobilisent pour soutenir le bijoutier. Le braqueur tué s'appelait Anthony, il avait 20 ans. Condamné à 14 reprises par le passé, il était sorti de prison quelques jours avant le drame. Pour Yannick, son frère, Stéphane Turc est le seul coupable. Il leur a tiré dans le dos à 4 reprises comme des lapins. J'ai la haine. La première chose qui me vient, c'est la haine. Et j'espère que lui va payer et qu'il va moisir en prison. Alors, acte d'autodéfense ou tir de vengeance? Le cas du bijoutier de Nice est loin d'être un cas isolé. Nous sommes en Normandie, à quelques kilomètres d'Alençon. Situé au bord d'une route nationale, ce magasin de moto a toujours attiré la convoitise des voleurs. Cette concession vend des véhicules de compétition. Ici, c'est le rendez-vous des motards. Motocross, routière et quad, les prix peuvent parfois monter très haut. Passionné de moto, Pascal en est le gérant. Bon, c'est vrai que mon univers il est un peu plus là que le bureau. C'est bizarre pour un patron, mais c'est comme ça, c'est vrai. Mais depuis son ouverture il y a 28 ans, son enseigne a déjà fait l'objet de 53 tentatives de cambriolage. La porte d'entrée par laquelle vous êtes rentré, elle a été remplacée 3 fois. Et la pire des fois, on l'a retrouvée, la porte, on l'a quasiment retrouvée sur le comptoir. Elle était à 2-3 mètres du comptoir. C'est impressionnant. Il y avait 3 ou 4 quads, et les quads, ils sont réussis, je ne sais pas comment ça a réussi à faire, mais ils se sont montés les uns sur les autres. C'était, quand on voit le magasin saccagé comme ça fait mal. Le magasin a été assailli de toutes parts.
À chaque intrusion, Pascal complète son arsenal de sécurité, comme avec cette porte déjà changée 3 fois. La dernière fois, ils ont découpé les verrous, et là, comme la porte, elle est sécurisée, ben, ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Vous voyez? Ils arrivent à couper ici pour couper les systèmes mécaniques. Vous voyez, ils avaient découpé tout le système, mais après, la porte, elle se bloque automatiquement dans l'intérieur du support. Quelques années après les premiers cambriolages, c'est l'escalade de la violence. L'an dernier, on avait été 6 ans, il devait y avoir 11 tentatives qui n'avaient pas réussi. Mais l'an dernier, ils sont rentrés avec un véhicule bélier, ils sont passés dedans à travers l'atelier, ils sont dans le magasin. Et puis, pas de chance, les motos sont d'habitude toujours attachées. Et là, cette fois-là, il y a un client qui était venu tard le soir, 6 motos pas attachées, et puis ils les ont embarquées. Résultat, 80 000 € de préjudice financier. Pascal a dû rembourser 20 000 € de sa poche. Mais depuis, les vols continuent. Il y a quelques mois encore, les cambrioleurs ont tenté l'impossible. Et vous allez voir la dernière fois, là où ils sont rentrés, on voit, vous voyez, un genre de tache. On voit un genre de petite tache dans la toiture. Et ils ont réussi à descendre par là avec une corde, on suppose. Mais Pascal n'en a pas fini avec les cambrioleurs. Aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire à cause d'une tentative qui a mal tourné. Dans la nuit du 23 au 24 juin, l'alarme de Pascal retentit dans son magasin. Réveillé chez lui, il se munit d'un fusil à plomb et se rend en voiture à sa boutique. Et donc je suis donc arrivé ici. Quand c'est comme ça, j'arrive, on va dire doucement, parce que je fais attention à ce qui m'arrive rien. Je suis observateur, je suis arrivé doucement. Je me suis garé là, et puis j'ai rien vu. Bon, il n'y avait pas, mon bâtiment paraissait normal. Je me suis dit, tiens, peut-être un camion qui est passé, et puis ça a déclenché les capteurs. Donc je suis sorti de la voiture, il ne se passait rien, je suis donc remonté dans ma voiture. Mais c'est un petit détail qui va le faire ressortir de son véhicule, son arme à la main. L'éclairage qui est là, c'est un système comme ça, et c'est vrai que quand on passe devant ça, et là, ça s'allume. Et quand ça s'est allumé, là, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai dit, il y a du monde derrière, quoi. Je me suis avancé, à savoir que je ne vais pas pouvoir vous en parler plus, parce que j'étais donc armé, et est arrivé, mais voilà, je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé ce soir-là. Selon les déclarations de Pascal à la police, les cambrioleurs auraient décidé de prendre la fuite en voiture. Du fond de cette cour, ils lui auraient foncé dessus à 80 km/h. Pour se protéger, Pascal aurait alors tiré 2 fois dans leur direction. Dans leur fuite, les voleurs auraient renversé Pascal sur la chaussée. Ma vie a été mise en jeu et que là, ça s'est passé, je pense, il y a une seconde ou 2 secondes. Et la seconde où, en fin de compte, la décision que j'ai eue, parce que ça se passe très vite, mais je pense que le moment où ça s'est arrivé, ça m'a sauvé la vie. Les cambrioleurs réussissent à s'enfuir, mais sont arrêtés le lendemain dans un hôpital de la région. L'un serait blessé au thorax, l'autre au visage. Pour avoir tiré sur ces cambrioleurs, Pascal a été mis en examen pour tentative d'homicide. C'est vrai que si je sortais de cette affaire et que j'étais inculpé, si ça m'arrivait, je crois que ça serait la pire chose qui m'arrive, qui me serait arrivée dans la vie. Pascal risque des années de prison et de lourds dédommagements. Mais pour le soutenir, il peut compter sur Christophe de Ballor, le maire de la commune de Saint-Léger-sur-Sarthe. Il a créé un comité de soutien qui compte aujourd'hui 15 000 membres. Une mobilisation qu'il juge légitime. Si vous voulez, il y a un formidable sentiment d'injustice. Parce que d'abord, il y a tous ceux qui connaissent Pascal Robert, qui savent que c'est un homme de cœur, très engagé dans le milieu associatif, un commerçant exemplaire. Vous avez aujourd'hui une victime qui passe pratiquement comme accusée. Donc voilà, Pascal est assigné à résidence dans le département de l'Orne. Voilà, il doit pointer toutes les semaines à la gendarmerie pour dire qu'il est bien là. Une grosse injustice. Et donc voilà pourquoi il faut être derrière Pascal Robert et le soutenir. Pour Christophe, à Nice ou en Normandie, le problème reste le même. C'est pas à Pascal, ni au bijoutier, ni à qui que ce soit de se faire défendre. C'est à l'État de protéger ses citoyens. C'est d'ailleurs
une de ses compétences régaliennes, protéger les citoyens. Aujourd'hui, 54 cambriolages, l'État ne défend plus Pascal Robert, ici à Saint-Julien-sur-Sarthe. Malgré le soutien dont bénéficie Pascal, l'avenir reste très incertain. D'accord, ok. Bon. Grégory, son fils, est également passionné de moto. Mais pour lui, pas question de reprendre l'affaire familiale. C'est pas arriver le matin, savoir comment va être l'état de l'entreprise, enfin du bâtiment. C'est les vols. Les vols, la peur, les braquages. Je préfère rester simple ouvrier ou aujourd'hui pourquoi pas être tout simplement chômeur. Au-delà des problèmes financiers causés par les vols, Pascal redoute une issue tragique. Vous savez, j'ai une chose à dire. Alors c'est dramatique peut-être pour la famille et j'espère que ces images-là ne serviront pas à ça. Mais peut-être qu'un jour mon destin et que ma vie s'arrêtera ici dans le magasin, au côté du magasin. Je ressens ça depuis quelques années. En attendant son procès, Pascal ne cache plus la peur qu'il ressent. Et il n'est pas le seul. Car malgré une baisse de la délinquance, le sentiment d'insécurité ne cesse d'augmenter au sein de la population. Au point que certains citoyens sont devenus prêts à tout pour se protéger, en devenant voisins vigilants. Un concept né dans les années 60 aux États-Unis. À l'origine, un meurtre sordide à New York. Une jeune femme assassinée en pleine rue, devant des dizaines de témoins, sans que personne ne lui vienne en aide. Un drame qui a ému toute l'Amérique et à la suite duquel les voisins ont organisé la surveillance de leur propre quartier. Le concept du Neighborhood Watch est né et compte aujourd'hui des milliers de membres à travers le monde. Fayence, un village de 5000 habitants dans le Var. Un endroit paisible, bien loin de l'image du Far West. Et pourtant, l'année dernière, 170 cambriolages ont été recensés dans le canton. C'est presque un tous les 2 jours. Le centre du village bénéficie d'un système de vidéosurveillance. Mais en contrebas, ce quartier résidentiel aisé en est totalement dépourvu. Alors Christian, 63 ans, est exaspéré. Vous voyez par exemple, voilà cette maison là, il y a déjà eu une tentative de cambriolage. La dame travaille, monsieur est à la retraite. Et tous les matins vers 11h, il s'en va, il va acheter son pain, faire ses courses. Et un matin à 11h, enfin à midi quand il est revenu, il s'est rendu compte que la porte avait été forcée. Par contre celle-là a été cambriolée. Celle-là a été cambriolée un après-midi à 17h30. Ce résident à la retraite a peur de voir son quartier changer définitivement. Vous voyez, c'est un quartier quand même tranquille. Eh bien, on veut qu'il reste comme ça, voilà. Alors, il y a un mois, il a créé la communauté des voisins vigilants de Fayence. Aujourd'hui, 20 personnes ont adhéré, mais Christian veut convaincre de nouvelles recrues. Et il compte bien sur la fête du quartier pour y parvenir. Oui, Thierry, oui. Thierry Chicha, le fondateur du mouvement des voisins vigilants, est venu lui prêter main forte. Madame Giraudot. Bonjour. Madame Giraudot. Expliquez-moi, ça fonctionne comment ? L'idée, c'est de s'appuyer sur des ressorts qui sont assez classiques, enfin en tout cas normaux, on va dire, dans des bonnes relations de voisinage, c'est-à-dire de se dire on peut compter les uns sur les autres. Ça permettra de dissuader les cambrioleurs grâce aux panneaux, grâce aux autocollants, et également, de temps en temps, d'arriver à déjouer des cambriolages et à améliorer la sécurité entre voisins. C'est vrai que moi, qui travaille à mon domicile, souvent je vois des voitures qui tournent avec des gens qui ne me rassurent pas trop et qui passent et qui repassent. Voilà. Donc là, maintenant, de savoir qu'on va pouvoir prévenir, c'est quelque chose qui me rassure. À Fayence, le maire du village, Jean-Luc Fabre, s'est greffé à cette démarche. Grâce à des initiatives comme ça, on peut dire qu'on travaille en complémentarité. Et moi, je crois que toutes les initiatives sont bonnes parce que la sécurité, évidemment, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Ce matin, c'est donc tout le village qui inaugure la communauté des voisins vigilants. Ouvrons l'œil. Allez, et le bon. Voilà. À la fin de la journée, Christian récolte une quinzaine d'inscriptions. Numéro de téléphone et l'adresse exacte. Ça va permettre en fait à toute la communauté en fait d'être
vigilants ensemble, pas une seule personne. C'est utile et je me demande pourquoi c'était pas fait depuis... Eh ben voilà. Un succès dû au sentiment d'insécurité qui grandit parmi les habitants. Toute initiative est bonne, la police ne peut pas tout faire. Donc il faut à chaque fois saluer quand il y a quelque chose qui est mis en place. Mais la vraie question, c'est véritablement comment on en est arrivé là. C'est un petit peu pas normal quand même. Alors, bienveillance généralisée ou dérive sécuritaire, certains en tout cas ne se contentent plus d'observer. Ils ont décidé de passer à l'action. Pau, une ville résidentielle et touristique au cœur des Pyrénées-Atlantiques. À 15 km de là, se niche la commune d'Arbus, un petit village sans histoire, composé de pavillons cossus. Ici, tout le monde se connaît. Mais un événement hors norme a rompu la quiétude de ce lotissement. 8 avril 2013, un des voisins aurait été victime d'un cambriolage. Mais il ne se serait pas laissé faire et il aurait tiré sur l'intrus avec un fusil à pompe. C'est dans cette maison que le drame se serait déroulé. Alain, 50 ans, est animateur de soirée. Selon lui, c'était la première fois qu'il tirait sur quelqu'un. Pour moi, le souvenir le plus fort, c'est la peur qu'ont eu mes voisins, surtout. C'est d'avoir, par ma faute, j'ai eu l'impression par ma faute, de déranger les voisins, en fait. Parce que c'est vrai que quand vous tirez quelques coups de feu en pleine nuit, que tout le monde sort, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise. Lors de cette fameuse soirée, Alain était dans sa chambre et sa femme dans le salon. Voilà, ici donc, la chambre, là où je me trouve. La fenêtre, alors été comme hiver, c'est comme ça. Volet entrouvert, fenêtre ouverte, et je regarde la télé le soir. Donc je regarde à peu près jusqu'à minuit, je regarde la télé. 21h, un intrus aurait tenté de pénétrer dans sa propriété et de fracasser son portail. Donc moi, ce que j'ai entendu, c'est un gros bruit de ferraille qui casse, quoi. Donc on tapait sur mon portail, d'un coup très violent. Donc je me suis levé, je suis venu jusqu'ici, et par les petits trous, là, j'ai regardé, et donc j'ai vu un individu passer dans mon allée à pied, et le portail qui était entrouvert. La femme d'Alain prévient la police, pendant que lui aurait engagé la conversation avec l'individu. Et de là, je lui parle, je lui dis « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Donc bon, il me répond pas, je dis « Oh, tu vas me répondre hein ?» Donc là, il me répond. Et je dis « Qu'est-ce que tu veux ?» Il me dit « Je veux de l'eau. » Je lui dis « Ça, c'est pas mal. Tu veux de l'eau ?» Je lui dis « Tu peux pas sonner plutôt que de me casser le portail ?» Et là, il me dit « Toi, ta gueule, je vais te tuer. » Très vite, l'homme se serait montré agressif et aurait caché sa main dans une sacoche. C'est le détail qui, selon Alain, va le pousser à agir. Donc à partir du moment où il me menace et qu'il a cette sacoche avec la main dedans, moi je suis inquiet. Donc à partir du moment où il me menace, j'ouvre le volet, c'est un volet électrique, donc on appuie sur un bouton. Le temps qu'il se lève, j'ai attrapé une arme ici dans ce placard. Je suis revenu, j'ai escaladé le mur et j'ai été me mettre face à lui. Le premier échange entre les deux hommes est musclé. À partir du moment où j'ai escaladé la fenêtre, donc j'avais la main droite prise avec l'arme, et donc je conversais avec la main gauche, et je me suis avancé donc jusqu'ici, puisqu'il s'était déjà avancé lui. Voilà, jusqu'ici. À partir de là, on s'est un peu bousculé avec les mains, quoi. Donc lui m'a poussé, on s'est bousculé, et comme il voulait repartir, je lui ai dit non, tu t'assois par terre, tu bouges pas, on attend la police. Mais l'individu est de plus en plus violent. Alain aurait tiré un coup de feu en l'air pour lui faire peur. Il n'était pas du tout impressionné, ça l'a fait rigoler. Donc mon voisin ici, où on voit la porte en face, lui était déjà sorti. Ce voisin d'en face, c'est Polo. Il est sorti quand il a entendu la détonation. Et je suis sorti comme ça pour voir s'il n'y avait pas eu un feu quelque part ou quoi que ce soit. Et puis en face, voilà, je vois la maison d'Alain, Alain avec un fusil et une personne dehors. Polo décide alors d'aider Alain à maîtriser le cambrioleur. Ils essayaient toujours de reculer et moi j'étais là un peu pour l'empêcher de partir parce qu'on attendait la police en espérant qu'elle arrive le plus vite possible. Mais ce qui inquiète le plus Polo, c'est que l'individu ne retire toujours pas sa main de sa sacoche. Je lui dis arrête, qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu as dans ta sacoche, montre-nous ce que tu as, c'est bizarre ce que tu as, pourquoi tu ne veux pas le montrer, si tu n'as rien à cacher, ouvre la sacoche. Selon les deux voisins,
La situation dégénère lorsque le cambrioleur tente de frapper Alain au visage. Tout d'un coup, il avait sa main dans la sacoche comme ça et il s'est carrément jeté sur moi, il a couru sur moi. Donc là, j'ai tiré un premier coup de feu. Le forcené aurait pris du plomb dans la jambe, mais serait revenu à la charge. Et donc il a reculé et là il est reparti retaper à Alain pour essayer vraiment de le taper à la figure. Et c'est là où Alain il a frôlé dans sa jambe. Le sol porterait encore la trace des 2 tirs. Voilà, les deuxième marque donc ici. Voilà. Là, je lui ai tiré dans les jambes, enfin dans les pieds. Donc ça lui a fait un short, quoi, un peu. Ça lui a coupé un peu le pantalon. Ça l'a calmé, parce que là, il a eu mal quand même. Ça fait mal, ça pique. Et je l'ai regardé partir, il s'éloignait. J'ai dit, putain, mais il va finir par s'en aller, la police va pas arriver, quoi. Dans un instant, vous découvrirez comment Alain a décidé de se protéger contre les cambriolages. Ça me rassure parce qu'avec ça, vous pouvez tirer sur quelqu'un à volonté, vous allez le coucher, vous allez lui faire très mal, mais vous ne pouvez pas le tuer. Vous verrez aussi qu'aujourd'hui, les professionnels de la sécurité redoublent d'astuces pour attirer les clients. L'alarme retentit, le système me voit et déclenche. Voilà ce qui se passe. Vous voyez que c'est très rapide, l'alarme retentit et la fumée arrive. Et vous avez ici une opacification qui est très rapide puisque nous avons fait à peine 10 secondes. Selon les 2 voisins, la situation dégénère lorsque le cambrioleur tente de frapper Alain au visage. Tout d'un coup, il avait sa main dans la sacoche comme ça et il s'est carrément jeté sur moi, il a couru sur moi. Donc là, j'ai tiré un premier coup de feu. Le forcené aurait pris du plomb dans la jambe, mais serait revenu à la charge. Et donc il a reculé et là il est reparti retaper à Alain pour essayer vraiment de le taper à la figure. Et c'est là où Alain il a frôlé dans sa jambe. Le sol porterait encore la trace des 2 tirs. Voilà, les deuxième marque donc ici. Voilà. Là, je lui ai tiré dans les jambes, enfin dans les pieds. Donc ça lui a fait un short, quoi, un peu. Ça lui a coupé un peu le pantalon. Ça l'a calmé, parce que là, il a eu mal quand même. Ça fait mal, ça pique. Et je l'ai regardé partir, il s'éloignait. J'ai dit, putain, mais il va finir par s'en aller, la police va pas arriver, quoi. 30 minutes après son intrusion, et malgré ses blessures, le cambrioleur se serait éloigné en boitant. Il menacerait maintenant tout le lotissement. Ah ben il menaçait tout le monde. Et il continuait à se retourner vers nous là-bas en criant « Je vais tous vous tuer, je reviens, je vais chercher ce qu'il faut, je vais tous vous tuer ». Pendant l'altercation, les voisins ont eu le temps de relever la plaque de l'intrus. Une demi-heure plus tard, il sera arrêté par les gendarmes. Aujourd'hui, Alain pense avoir eu la bonne réaction. Grâce à ça, ben ce type-là, il a été retrouvé. On a pu le maintenir au maximum de temps. Il n'a pas sorti d'arme sur moi, peut-être grâce à ça. Parce qu'il a vu que j'avais une arme plus grosse que la sienne. Quelques semaines après ce drame, Alain et Polo n'arrivent pas à oublier cette fameuse soirée. Moi, je le comprends tout à fait. Il s'est défendu et lui, il avait une arme. Moi, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. Moi, voilà, je sais pas comment j'aurais pu réagir. J'en sais rien. Lui, je trouve que mon voisin il a eu un contrôle, je ne sais pas comment. Il a un sang-froid mais formidable. Aujourd'hui, le quartier n'est plus le même. Polo prend des précautions qu'il n'aurait jamais prises avant cet épisode douloureux. Le soir, on ferme bien tout à clé, on ferme le petit portillon, on n'a pas l'habitude de le fermer, on va le fermer à clé, on regarde toutes les voitures qui passent, qu'est-ce qui se passe, quoi. On rentre, on ferme les chiens, on se dit bonjour, tout le monde se dit bonjour. Là, d'un seul côté, il faut tous fermer, même les voitures, je les ferme, quoi. Alors qu'avant, je les fermais jamais, quoi. Il faudrait quand même penser à s'équiper. Hein. Parce que voilà, on est à l'abri de rien, t'as vu la preuve. Hein. Mais pour Alain, l'histoire ne s'arrête pas là. Car après cette altercation, l'homme porte plainte contre lui pour lui avoir tiré dessus à 2 reprises. Une nouvelle inattendue. Ma première réaction, ça a été d'éclater de rire. J'ai dit, mais c'est le monde à l'envers. C'est n'importe quoi. Et ce qui m'a le plus vexé, en fait, parce qu'après mon rire, ma réaction a été, mais comment une plainte comme celle-ci peut être reçue? La plainte du cambrioleur pour coups et blessures a finalement été rejetée. L'individu a été reconnu coupable d'effraction et de menaces de mort. Alain, lui, a bénéficié de la légitime défense. Vous êtes à la barre et vous avez l'impression d'être coupable et victime.
Et quand vous vous retrouvez que vous n'êtes plus que victime, vous avez un poids sur les épaules qui s'enlève et vous avez envie d'embrasser juge et procureur, quoi. Vous avez envie de dire merci. Mais ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. L'état de légitime défense, un jugement qui correspond à des conditions très précises. Faire face à une atteinte injustifiée à son encontre, se défendre de façon proportionnelle à la gravité des faits et riposter au moment de l'agression et non après. Alain a donc pu bénéficier de tous ces critères. Mon but, c'était qu'il soit puni et qu'on reconnaisse enfin que moi, qui n'ai rien demandé à personne, je sois disculpé de tout ce que j'ai pu faire envers ce monsieur. L'agresseur, lui, s'est avéré être un multirécidiviste. Ayant pris du sursis une dizaine de fois par le passé, il a été condamné à 40 mois de prison ferme. Il a 35 ans, il est originaire de la région, et au moment des faits, il était sous l'emprise de l'alcool. Suivez-moi. Alain n'avait pas de permis pour son fusil à pompe. La justice lui a donc confisqué. Alors pour se protéger, il a trouvé la parade. Et c'est une arme qui est équipée de billes de gaz comme ça, une cartouche de gaz qui se met ici, hein, tout simplement, voilà. Vous avez la cartouche qui est dedans, vous fermez, et ensuite, ici, vous avez les billes. Voilà. Ça vous rassure d'avoir ça? Oui, ça me rassure parce qu'avec ça, vous pouvez tirer sur quelqu'un à volonté, vous allez le coucher, vous allez lui faire très mal, mais vous ne pouvez pas le tuer. Le pistolet d'Alain est en vente libre et ne nécessite pas de port d'arme. À l'intérieur, pas de balles, mais des billes en caoutchouc et au piment. Nous nous sommes procuré la notice d'utilisation de cette arme. Le fabricant est formel. Ceci n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation peut causer de sérieuses blessures ou la mort. Mais pour Alain, s'armer est un geste citoyen. Je pense que si tout le monde avait ce genre d'arme, ça devrait être d'ailleurs conseillé pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, plus ça va, plus les gens rentrent chez nous, se servent et repartent. Et si par malheur, vous les empêchez de faire quoi que ce soit, ils portent plainte contre vous, la preuve, et vous vous retrouvez convoqué au tribunal à perdre des journées de travail, à vous expliquer. Il devrait y avoir un permis d'armes familial, moi je pense. Depuis cet épisode, Alain est surnommé le shérif dans le quartier. Il a été reconnu victime et a échappé à la prison. Mais pour avoir blessé son cambrioleur, il aurait pu être condamné à 3 ans de prison ferme. Des citoyens excédés, il y en a de plus en plus. Leur sentiment d'injustice est croissant, d'autant que les auteurs de cambriolage sont rarement appréhendés. 7% des affaires sont élucidées, mais parfois il arrive que certains cambrioleurs soient rattrapés par la justice, des années après leur délit. Retour en région parisienne. Tony, 26 ans, passe aujourd'hui en jugement pour un cambriolage commis 8 ans auparavant. Il avait 17 ans lorsqu'il s'est introduit dans une maison du Mesnil-le-Roi en février 2005. Bon, en fait, c'est un peu flou, je ne me rappelle pas très bien de cette histoire. En fait, j'étais avec 2 copines que je venais de rencontrer. Je ne les connaissais pas très bien. Et en quelque sorte, on m'a un peu manipulé, si on veut. J'étais mineur, ils étaient plus âgés. La motivation de Tony, c'est avant tout l'argent facile pour s'amuser avec ses amis. Moi, c'était pas très grave, c'était que du matériel, c'était pas violent, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de personne à l'intérieur. La maison était vide quand on faisait ça. Pour sa femme, Jessica, ce jugement arrive trop tard. Il a fait un travail sur lui-même, je pense. Il n'avait pas forcément besoin maintenant d'un jugement. 8 ans après, c'est trop. Aujourd'hui, Tony est jugé au tribunal des enfants de Versailles. Il est défendu par Maître Cronier. Pour elle, ces jugements tardifs sont problématiques. C'est un peu dommage qu'il y ait cette justice à 2 vitesses, ceux qui se font sanctionner rapidement et lourdement, et puis ceux pour lesquels le jugement arrive de manière un peu trop tardive dans un parcours de vie. Alors, Tony, lui, est réinséré, donc finalement l'enjeu social est pas très grave. Pour Maître Cronier, le vol avec effraction commis par Tony aurait pu avoir de graves conséquences.
On aurait pu avoir un profil beaucoup plus inquiétant avec un dérapage et on aurait pu faire les gros titres des journaux avec une agression violente lors d'un vol avec effraction à domicile. Tony, 26 ans, comparé aujourd'hui pour avoir volé 4 000 € de bijoux il y a 8 ans. Bonjour, vos parents ne sont pas là puisque vous êtes désormais majeur et qu'ils considèrent que c'est à vous d'assumer tout seul, donc on va y aller. Mais pour Tony, la justice se trompe de cible. La loi n'est pas très bonne en ce moment. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de papiers, c'est des gens qui font des conneries, qu'après ils ne reviennent plus, ils disparaissent, alors qu'ils sont indulgents avec eux. Et les gens qui se présentent, qui sont là, qui viennent, qui se convoquent, ils sont, on va dire, méchants. Ils ne sont pas indulgents avec les gens qui sont là, qui ont des papiers, qui travaillent, ou qui ont une famille ou qui s'occupent. Tony redoute que le jugement perturbe sa nouvelle vie. Tony, vous avez peur de quoi là? De la prison et de ne pas voir mes enfants et ma femme. Après le reste, on verra plus tard. Tony va devoir répondre de ses erreurs de jeunesse. Une demi-heure plus tard, le délibéré est rendu. Alors le délibéré vient d'être rendu, donc dans la foulée de l'audience, et mon client était condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ce qui signifie que si dans les 5 ans, à partir du prononcé du jugement, il ne recommet pas à nouveau des faits de vol, les 6 mois ne seront jamais mis à exécution. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire cette décision, Tony? Je suis très rassuré, là, j'ai eu quand même un peu peur. J'étais très stressé. Quand j'ai entendu le verdict, ça m'a soulagé. Ça s'est bien passé quand même. Aujourd'hui, Tony veut continuer sa recherche d'emploi. Mais s'il a décidé de tourner la page, d'autres continuent. En France, 352 000 cambriolages ont eu lieu l'année dernière. Un délit qui ne profite pas qu'aux délinquants. Depuis quelques années, un nouveau marché a vu le jour, celui de la sécurité. Un business lucratif et très juteux. Aujourd'hui, les clients peuvent choisir parmi une panoplie de produits très diversifiés. Portes blindées, serrures impénétrables ou encore alarmes intelligentes. En France, 42% des ménages sont équipés de systèmes de sécurité. Mais ce qui marche le plus, ce sont les alarmes anti-intrusion. Un marché qui pèse plus de 2 milliards d'euros. Ce hangar de la région parisienne n'est pas près de se faire cambrioler. Ici, on vend des systèmes anti-intrusion de toutes sortes. De l'alarme sans fil au détecteur de mouvements sophistiqués. Colin Kramer est le patron de ce temple de l'alarme. En 20 ans de métier, il a vu les attentes de ses clients changer. Aujourd'hui, les gens préfèrent être sécurisés parce qu'ils ont entendu un voisin qui était cambriolé. Et avant, on attendait d'être cambriolé nous-mêmes avant de mettre une alarme. Aujourd'hui, les gens ont entendu que quelqu'un a eu un problème, ils commencent à faire ça en avant. Ils essaient d'anticiper, oui, tout à fait. Pour Frédéric, son directeur de développement, le produit du moment, c'est ce système d'alarme sans fil, très apprécié des particuliers. Là, on est sur du radio, donc il n'y a pas de câblage, donc c'est des installations qui sont rapides, d'accord, qui sont très simples. Cette alarme des temps modernes se déclenche lorsqu'elle détecte une présence suspecte. Donc je vous préviens, ça va faire énormément de bruit. Je vais passer devant le détecteur. Ça fait beaucoup de bruit, c'est un peu le but. Mais elle est surtout reliée à une caméra qui envoie des informations en temps réel au smartphone du particulier. Je vais dans les historiques et je vais aller chercher directement les images, plusieurs séquences d'images. Là, on voit qui est rentré chez nous et après, libre au service de police d'exploiter ou pas l'image. Un système qui coûte 800 € et qui séduit de plus en plus de clients. Dans cette entreprise, les ventes de ce type d'alarme ont augmenté de 30% depuis le début de l'année. Le marché de la sécurité, un marché juteux, prêt à tout pour innover. L'une des dernières trouvailles provient du Danemark. Elle consiste à enfumer les cambrioleurs avec ce slogan « Vous ne volez pas ce que vous ne voyez pas ». Senlis, en banlieue parisienne. Pour lutter contre les cambriolages,
Christophe Dessin, directeur commercial, a mis en vente un produit plutôt original. Cette petite boîte posée au plafond peut faire fuir les cambrioleurs en moins de 15 secondes. Si nous avançons dans la pièce, les détecteurs vont nous détecter, hein. Donc celui qui est pour l'alarme et celui qui est pour la confirmation. L'alarme retentit, le système me voit et déclenche. Voilà ce qui se passe. Vous voyez que c'est très rapide, l'alarme retentit et la fumée arrive. Et vous avez ici une opacification qui est très rapide puisque nous avons fait à peine 10 secondes. Voilà. Vous voyez la distance, c'est ma main, c'est mon œil, c'est mon nez. Je suis pourtant, je pense, à 1 mètre de vous. Je me rapproche tout doucement. Je ne vous vois toujours pas. Boum. Vous voyez, je viens de rentrer dans votre objectif et on ne voit rien. Un système, selon Christophe, plus efficace qu'une alarme classique. Le générateur de fumée a l'intérêt et l'avantage d'opacifier la zone en moins de 15 secondes. Donc vous êtes incapable de voir ce qui est autour de vous. Vous n'avez qu'à prendre la sortie parce que vous ne voyez plus les objets à voler. Alors qu'une alarme sonore va faire du bruit, mais ne va pas vous empêcher de voir, donc pas vous empêcher de voler. Christophe veut nous montrer que son système fonctionne, même sur un groupe de 10 cambrioleurs. Donc les individus sont devant une parfumerie, ils sont en train de forcer la porte, ils rentrent, et là on en compte 1, 2, ils sont avec des cartons vides, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui rentrent à toute vitesse avec des cartons vides. Et dès que le générateur se déclenche, la fumée arrive très très vite et on les voit sortir à toute vitesse, hein, vous voyez. Et bilan de l'opération, en moins de 12 secondes, vous avez empêché un cambriolage dans une parfumerie. Et pourtant, ils étaient 10 personnes. La grande distribution et les bijouteries sont devenues friandes de générateurs de fumée. L'année dernière, 2000 produits ont été vendus en France. Si certains surveillent eux-mêmes leur domicile en cas d'absence, d'autres préfèrent confier cette mission à des professionnels de la télésurveillance. Nous sommes à Nantes, en Loire-Atlantique, dans un endroit tenu secret. Depuis les murs de cette entreprise, 10 000 domiciles et locaux de sociétés situés dans tout le pays sont surveillés en permanence. Servant Lépine est le patron. Il est le seul à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son centre de contrôle. Sas de sécurité, double porte blindée, caméra. Pour y pénétrer, il faut s'armer de patience, car ici, c'est le centre névralgique de la société. Nous voilà à présent dans notre centre de contrôle, au niveau duquel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous recevons les alarmes de nos clients. Un endroit hautement sécurisé pour parer à tous les dangers. On peut observer alors. Nous avons une couche d'acier qui permet de réduire les impacts en cas d'attaque. Il y a des plots anti-défoncement à l'extérieur pour éviter qu'une voiture ou un camion bélier vienne pénétrer directement. Ce site est secouru électriquement par un groupe électrogène permettant en cas de coupure électrique de maintenir notre activité. Sur leurs écrans, les opérateurs reçoivent en temps réel les alertes d'intrusion enregistrées par les caméras de surveillance des clients. Dès qu'une intrusion est signalée, Alizé engage une procédure de vérification. Cela s'appelle la levée de doute. Dès qu'on reçoit l'alarme, on appelle sur le site. Sans réponse, tout de suite, on appelle les responsables et sans réponse, tout de suite, on envoie l'intervenant. S'ils découvrent qu'il y a eu effraction, nous appellerons donc les forces de l'ordre pour qu'ils viennent constater l'effraction. Et pour faciliter la venue de l'intervenant sur le site. Alors on va ouvrir cette armoire forte. Le patron préfère garder les informations de ses clients en lieu sûr. Dans lequel sont stockés l'ensemble des moyens d'accès des clients du secteur. Et donc chaque client est identifié par un numéro spécifique, donc sans trace de son nom ni de son adresse. Et pour assurer l'intégrité de ces moyens d'accès, chaque pochette est équipée d'un scellé à usage unique permettant de vérifier que personne n'a ouvert celle-ci. L'abonnement mensuel au service de télésurveillance coûte en moyenne 40 €.
La mise en place du matériel nécessaire revient à 500 €. Cet après-midi, Servant et son technicien Benjamin tiennent à nous montrer une installation de caméra. La démonstration se déroule dans la maison d'un de ses proches, dans le centre-ville de Nantes. Cette caméra est dotée d'un détecteur de mouvement qui signalera toute intrusion suspecte. Reste maintenant à la relier avec la centrale. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as reçu sur le 321 ? Donc effectivement, on a bien reçu la mise à l'arrêt du système d'alarme. Benjamin reçoit à présent les images sur son smartphone. De quoi rassurer le client sur le bon fonctionnement du système. Au revoir. Merci. Et bonne journée. Toi aussi. Alors, en cas d'intrusion, comment garantir à ses clients un délai d'intervention efficace? Pour Servant Lépine, tout est une histoire de moyens. L'intervention a une obligation de moyens et en aucun cas de résultat. Donc c'est souvent un peu paradoxal par rapport aux attentes de la sécurité, mais aujourd'hui, rien ne permet de s'engager sur un délai d'intervention. Ce qu'on peut dire habituellement, c'est que le délai d'intervention moyen, on va dire en province, est de l'ordre de 20 à 30 minutes et en région parisienne de 40 à 50 minutes. Entre 20 et 50 minutes, un délai aléatoire par rapport à celui du cambriolage moyen qui dure environ 5 minutes. Mais selon Servant, rien n'est plus efficace que la vidéo pour faire analyser une situation d'intrusion. Quand on s'équipe d'un système de sécurité, on attend la plus grande réactivité. Et c'est en cela que la vidéosurveillance amène une nouvelle composante, puisque associée aux équipements électroniques, la vidéo va permettre, en temps réel, d'analyser l'origine de la détection et être en mesure réglementairement d'appeler les forces de l'ordre. 10 ans après sa création, l'entreprise de Servant possède 5 agences en France. Aujourd'hui, 3% des ménages sont équipés d'un système de télésurveillance. Des systèmes anti-intrusion, réputés pour être infaillibles. Mais qu'en est-il vraiment? Sommes-nous contraints de dépenser autant pour assurer notre sécurité? Non, selon certains, il s'agirait juste de faire preuve de bon sens pour éviter les cambriolages. Île de Ré, au large de La Rochelle. Avant de vivre de la musique, Zem a dû se détacher d'un lourd passé. Il est le fils d'un célèbre gangster, Edgar Zemmour, assassiné en 1983 à Miami par une bande rivale. Michael a 11 ans, sa vie bascule. Il se retrouve livré à lui-même. C'était vraiment très violent émotionnellement et en même temps, j'avais pas le temps d'être un enfant à ce moment-là. Voilà, je devais prendre des décisions d'adulte, je devais me protéger, je savais que ça pouvait éclater d'une minute à l'autre, je savais que tout pouvait arriver, que tout était possible et qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi. Alors, dès l'âge de 14 ans, pour subvenir à ses besoins, Michael se met à cambrioler les riches propriétés de Floride. À 18 ans, il se fait arrêter pour une trentaine de cambriolages. Il passera 6 ans dans un pénitencier américain. Aujourd'hui, il a purgé sa peine et s'est installé sur l'île de Ré. Mais il garde tout de même certains réflexes de sa vie de malfrat. Michael, quand vous sortez de chez vous comme ça, vous faites un petit peu attention à la façon dont vous fermez la porte ou c'est des choses auxquelles vous ne pensez pas? Si, c'est marrant que vous me dites ça. Si. Je la ferme toujours. Et même quand je rentre chez moi, quand je vais me coucher, je ferme la porte à clé et je laisse les clés dans la serrure. Du coup, on ne peut pas mettre une clé dedans de l'autre côté. En cas où quelqu'un aurait fait un double, d'une façon ou d'une autre. Ou même avec des outils, si la clé est de l'autre côté, les loquets ne se lèvent pas. Donc voilà. C'est des petites choses auxquelles vous pensez? Oui. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça, hein, même hors les serrures, hein, y a des choses auxquelles je pense. Hein. Si je suis en train de rouler dans la rue et que je tourne à gauche et à droite et à gauche et à droite et à droite et que c'est toujours la même voiture derrière moi, éventuellement je vais m'arrêter pour le laisser passer. Donc après c'est juste des vieux réflexes. Voilà. Dans un instant,
Vous découvrirez les conseils de Mickaël pour se prémunir des cambriolages. Ah, si par exemple cette personne, ils ont fermé les volets du bas, mais ils n'ont pas fermé les volets du haut. Bon, ils ont fermé les fenêtres. Donc là, sur la rue, un cambrioleur ne va pas casser une fenêtre parce que là, du coup, le bruit va attirer l'attention des gens. Mais si cette fenêtre, elle était ouverte, ça serait jackpot pour un cambrioleur. Vous verrez aussi que la présence des habitants n'empêche pas les cambrioleurs de s'introduire dans les maisons. Et là, dès que j'ouvre à peine comme ça la porte, je vois un canon de fusil en travers. J'ai compris de suite qu'on se faisait braquer. Dès l'âge de 14 ans, pour subvenir à ses besoins, Mickaël se met à cambrioler les riches propriétés de Floride. À 18 ans, il se fait arrêter pour une trentaine de cambriolages. Il passera 6 ans dans un pénitencier américain. Aujourd'hui, il a purgé sa peine et s'est installé sur l'île de Ré. Mais il garde tout de même certains réflexes de sa vie de malfrat. Mickaël, quand vous sortez de chez vous comme ça, vous faites un petit peu attention à la façon dont vous fermez la porte ou c'est des choses auxquelles vous ne pensez pas? Si, c'est marrant que vous me dites ça. Si. Je la ferme toujours. Et même quand je rentre chez moi, quand je vais me coucher, je ferme la porte à clé et je laisse les clés dans la serrure. Du coup, on ne peut pas mettre une clé dedans de l'autre côté. En cas où quelqu'un aurait fait un double, d'une façon ou d'une autre. Ou même avec des outils, si la clé est de l'autre côté, les loquets ne se lèvent pas. Donc voilà. C'est des petites choses auxquelles vous pensez? Oui. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça, hein, même hors les serrures, hein, il y a des choses auxquelles je pense. Hein. Si je suis en train de rouler dans la rue et que je tourne à gauche et à droite et à gauche et à droite et à droite et que c'est toujours la même voiture derrière moi, éventuellement je vais m'arrêter pour le laisser passer. Donc après c'est juste des vieux réflexes. Voilà. Mickaël n'a pas eu de problème avec la justice depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, il accepte de partager son expérience sur ce qui attire l'attention des cambrioleurs. Ces maisons d'un quartier huppé de La Rochelle ont l'air imprenables. Mais pour Mickaël, tout est une histoire d'occasion. Donc là, on est en plein jour. N'importe quel cambrioleur peut facilement sonner pour voir s'il y a quelqu'un. Le problème, c'est que la fenêtre, elle est grande ouverte. Qu'une fois que le cambrioleur il passe de l'autre côté de ce portail-là, on ne le voit plus, donc il peut travailler tranquillement. Et il y a pratiquement une échelle avec les barreaux de sécurité qui sont sur la fenêtre, qui peuvent t'amener au premier appui et ensuite au balcon. Donc ça se passerait vraiment très vite. Il y en a pour, une minute. Le problème, c'est que dans les quartiers comme ça, un peu aisés, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont protégés, en fait. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'ils sont pas vigilants. Ils ne sont pas vigilants parce qu'ils se disent, voilà, moi j'habite là, c'est un quartier qui est constamment surveillé, je peux laisser mes fenêtres grandes ouvertes. Puis en plus, il est 4 h de l'après-midi, il y a plein de monde, il n'y a personne qui oserait faire ça. Et ben, c'est exactement ce que le cambrioleur il cherche. Donc voilà, ça c'est pour le cambrioleur, c'est Disneyland. Pour Mickaël, les cambrioleurs n'ont même pas besoin d'outils spécifiques pour s'introduire chez les gens. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination. Alors, voilà encore un autre sujet qui est assez intéressant, je pense, hein, et qu'il faut garder en tête. C'est que ça, c'est une échelle, par exemple. Ça, c'est une vraie échelle. Voilà. Donc là, si par exemple, cette personne, ils ont fermé les volets du bas, mais ils n'ont pas fermé les volets du haut. Bon, ils ont fermé les fenêtres. Donc là, sur la rue, un cambrioleur ne va pas casser une fenêtre parce que là, du coup, le bruit va attirer l'attention des gens. Mais si cette fenêtre, elle était ouverte, ça serait jackpot pour un cambrioleur. Il a juste à grimper ce poteau-là, qui est très facile parce qu'il y a un accès et une prise à chaque emboîtement. Et ensuite, à tendre la main sur le balcon et à rentrer. Mais il n'a pas trop besoin de faire ça parce qu'il a un autre balcon à gauche où je pense que la baie vitrée n'est pas fermée à clé, c'est sûr et certain, parce que c'est un balcon. Voilà. En plus, ce qui est intéressant avec ce balcon, c'est que dès que le cambrioleur il est passé de l'autre côté, encore une fois, on ne le voit plus. Et il a une échelle qui l'accompagne jusqu'en haut. Donc pour tous les gens qui habitent sur des structures comme ça et qui ont des tuyaux comme ça, qui courent près de leur balcon ou près de l'ouverture d'une fenêtre, il faut fermer les fenêtres à clé. Mickaël préconise donc une solution à la portée de tous pour éviter la visite d'un cambrioleur. Lui, il ne cherche pas quelque chose de compliqué. Hein. Il veut ce qui est rapide et ce qui est simple.
Voilà, une des meilleures formes de protection hein, pour le cambriolage, c'est le chien. C'est pas compliqué, ça coûte beaucoup moins cher qu'un système d'alarme. Même si c'est un tout petit chien, le fait qu'il aboie sans cesse, le cambrioleur il va passer à autre chose. Son passé de délinquant, Michael le justifie avant tout par la situation dramatique dans laquelle il se trouvait. Je ne me suis jamais considéré comme cambrioleur. Hein. J'avais 14 ans, j'étais un enfant, mon père il venait de se faire assassiner, ma mère n'était plus là, mon frère était en prison et ma sœur était dans l'autodestruction. Donc je me suis retrouvé tout seul dans les rues de Miami. J'avais besoin de me loger et de me nourrir. Et j'avais aussi une addiction forcément parce que je m'auto-médicamentais. Voilà, donc moi je me suis retrouvé à faire des cambriolages la plupart du temps. Bon, je vidais les frigos aussi parce que j'avais faim. Je prenais n'importe quoi qui avait un peu de valeur que je pouvais revendre pour que je puisse prendre une chambre d'hôtel pour la nuit et me loger. En prison, Michael s'évade grâce à la musique. Il crée un groupe et se produit devant les prisonniers. T'as 5 secondes pour séduire le public. Bon, là, c'était pas forcément un public. Et c'était pas question de les séduire, c'était question de ne pas se faire planter avec un couteau en plexiglas. Donc là, du coup, ce soir, quand je vais jouer à la ramerie, ça va être beaucoup plus simple. Mais je pense que ça m'a quand même protégé, sauvé et ça m'a donné une estime de moi aussi qui était assez importante. Hein. Au sein de la prison, Michael se crée un statut particulier. Ses codétenus font appel à lui pour écrire des poèmes d'amour à leurs femmes. Il les aimait vraiment, hein, mais il ne savait pas comment leur dire. Et puis du coup, la prison aussi les a rendus un peu fermés. Donc ils avaient du mal à parler de leurs émotions et tout ça. Pour eux, c'était une faiblesse. Donc ils me laissaient le faire. Ils me laissaient le faire et moi je les côtoyais un peu. Donc je commençais à les comprendre. Et puis ils me racontaient leurs histoires et qu'est-ce qui s'était passé et tout ça. Et donc j'ai arrivé à customiser un peu le poème pour leurs copines. Tu me donnes un XLR, Franck, j'y vais direct. Après 3 albums et une autobiographie, le jeune détenu est devenu Zem. Et pour Yacine, son guitariste, le passé de Michael n'a jamais été un problème. On n'a pas vraiment eu le temps de se découvrir plus que ça avant de jouer ensemble avec Zem. C'était carrément un concert tout de suite. Et en repartant de ce concert, il m'a donné son bouquin. Et donc je l'ai lu en une nuit en fait, d'entrée de jeu. Dès que je suis rentré, je l'ai lu. Moi je l'ai lu comme un roman. D'ailleurs c'est un roman, il faut le prendre comme ça en fait. Les gens avancent, hein, malgré les vicissitudes et des choses aussi lourdes que ça. Hein ouais. Ça lui donne quelque chose sur scène. Ça lui donne rien du tout sur scène. Aujourd'hui, le passé de cambrioleur de Michael semble bien loin de la nouvelle vie de Zem, dédiée à la musique. En France, les 3/4 des cambriolages ont lieu pendant les vacances scolaires d'été. Certains l'ont bien compris, et depuis quelques années s'est développé un nouveau phénomène pour le moins étonnant. Le home sitting, un concept qui connaît de plus en plus de succès en France. L'idée est simple, laisser sa maison à des retraités lorsqu'on part en vacances. En échange de l'hébergement, les retraités assurent la sécurisation et l'entretien de la maison. Aujourd'hui, une vingtaine de sites proposent de mettre en relation des propriétaires avec des retraités. Françoise et Jean-Pierre sont de fervents adeptes du home sitting. Ton short. Cela fait 4 ans qu'ils gardent des propriétés à travers toute la France. Nous devons être à 36 ou 37 séjours. Oui, c'est à peu Donc près... c'est presque un mode de vie pour vous? Oui. Pour nous, c'est un mode de vie, du fait qu'en plus, nous faisons pratiquement toute la France. Oh oui, on est les globetrotters du home sitting. Ce couple de retraités vient de passer 15 jours à Avignon. Voilà. Hop, on va l'emporter. C'est bon, on est prêt à partir. Ce matin, ils se rendent près de Nîmes, dans une propriété qu'ils connaissent déjà. Bonjour les amis,
Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Bonjour, vous allez bien? Très bien. C'est la deuxième fois que Joël et Karine, les propriétaires de cette maison, font appel à Jean-Pierre et Françoise. Aujourd'hui, ils partent en vacances en Asie. Alors la mission des retraités est de garder Boris le chien, mais surtout de donner des signes de présence en l'absence des propriétaires. On se prend un café? Oui. On pourra passer le dossier, là, j'ai tout rempli. Oui. D'accord, ah oui, c'est consigne. Oui, les consignes, c'est important, très important. Hein. Première étape pour les retraités, prendre en main la maison le plus vite possible. Pour l'arrosage, j'ai marqué une fois par semaine. Il y a juste la vanne à ouvrir pour les bambous et par contre là, je vous montrerai le tuyau d'eau parce que la trappe est là. Mais une fois par semaine, c'est largement suffisant. La maison de Joël se situe à l'orée de la forêt. Une cible de choix pour les cambrioleurs. Une là, une là-bas et une là-bas. Voilà, donc bon, nous on a clôturé relativement assez proche, parce que là après c'est un non constructif, donc on part sur les hectares. On a eu des cambriolages sur la petite rue la principale, une maison qui s'est fait cambrioler 2 fois, à 15 jours d'intervalle, donc voilà. Une autre maison qui est en bordure de chemin. On a ce côté bonheur d'être isolé, mais on a effectivement le côté pervers, c'est on est très isolé. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les cambrioleurs sont capables de tout, malheureusement. Si le dossier de Jean-Pierre et Françoise a retenu l'attention de Joël, c'est grâce à un petit détail. Et avant, j'étais fonctionnaire de police, voilà, donc pendant une trentaine d'années. Et moi, j'ai toujours l'instinct de surveiller, de regarder. Donc ça, c'est des formations professionnelles. Donc tout ce qui est douteux, j'essaye d'identifier s'il y a problème. Nous, ça nous a toujours tout de suite fait tilt et on a dit, allez, banco, on va tester avec ce couple-là. Mais pas besoin d'avoir fait carrière dans la police pour être home-sitter. Il faut être retraité et propriétaire et fournir à la société de home-sitting des justificatifs d'identité, de domicile, ainsi qu'un extrait de casier judiciaire vierge. Le futur home-sitter passe aussi un entretien téléphonique avec les personnes responsables du site. Un recrutement exigeant pour éviter de mauvaises surprises aux propriétaires. Ouais. Voilà. Mais normalement, là, ça doit aller. Ouais. Ça, c'est une alarme, Joël? Oui. Nous avons tout le tour de la maison une barrière infrarouge, en fait, qui sécurise l'ensemble, le contour de la maison. Ce qui fait qu'on pourrait être dans la maison, on met la barrière infrarouge en route et on est complètement sécurisé à l'intérieur. Donc par ce système infrarouge, voire même on a encore des caméras qui filment tout le tour. Donc dès que quelqu'un est pris, il est filmé, il est photographié. Donc vous voyez, voilà. Mais malgré ça, ça ne remplacera pas la présence humaine dans la maison. Donc voilà, on a tout. Car Joël ne lésine pas sur la sécurité. Sa maison est un véritable bunker avec alarme centralisée, caméra de surveillance et détecteur infrarouge. Des précautions prises par Joël et Karine suite au cambriolage de leur ancienne maison. 10 ans après, cette intrusion reste bien présente dans leur esprit. Vous avez vidé toutes les armoires, enfin voilà, c'est quand même intime, hein, enfin, c'est comme un viol quoi, de notre intimité. Et c'est ça qui m'avait beaucoup choqué. On a vendu la maison 6 mois après, quoi. J'ai pas voulu rester. Joël et Karine ont découvert le home-sitting grâce à Internet. Une solution efficace pour un prix qu'ils estiment dérisoire. Écoutez, rien, moins de 200 €, voilà. c'est-à-dire rien du tout. Puis en plus, c'est la deuxième fois, donc on a même eu encore une remise assez importante. Donc on va dire que c'est presque gratuit pour nous. Hein, donc, et on a quelqu'un à domicile plein temps, donc c'est exceptionnel. Les retraités, eux, donnent 50 € par an au site internet pour partir en séjour et avoir les clés de très belles propriétés. Voilà. Bon, Joël, vous partez dans quel état d'esprit, là? Bon, écoutez, plutôt très rassuré, donc voilà, même impatient de partir. J'allais oublier le principal. Donc la remise des clés, je serai parti avec la clé du portail. Allez, bonnes vacances. On se revoit dans 15 jours. Voilà. Au revoir. Partez tranquille. Merci. Au revoir les amis. Nous sommes donc les nouveaux propriétaires. On a pris possession des lieux pour 15 jours. On est très heureux, on a le beau temps, les cigales. À peine seuls, Françoise et Jean-Pierre commencent leur séjour
par une petite baignade. Vive le home-sitting, ça fait partie des bons côtés du home-sitting, de profiter des piscines des propriétaires. Voilà. Mais prendre du bon temps ne signifie pas baisser la garde. Que ce soit quand on est dans la piscine ou le soir, on est toujours vigilant à 100%. L'entreprise qui a recruté Françoise et Jean-Pierre compte plus de 1000 propriétaires qui souhaitent faire garder leur maison. C'est 20% de plus par rapport à l'année dernière. Une présence humaine, le meilleur moyen de prévenir un cambriolage. Pourtant, dans certains cas, la maison a beau être occupée, cela n'empêche pas les délinquants de s'y introduire. Depuis quelques années, il existe des cambriolages d'un genre nouveau, contre lesquels il est impossible de se prémunir. La Connette, un petit village perdu au milieu des vignes, à une centaine de kilomètres de Montpellier. Il y a 3 ans, les propriétaires de cette maison ont été victimes d'une attaque très violente. À un moment j'ai cru vraiment qu'on allait y passer, quoi. 1er mars 2010, 19h30, comme tous les soirs, Ghislain dîne avec ses 2 fils de 9 et 13 ans. Sa femme, elle, est encore au travail. Donc on mange, on prépare le repas, on se met à table, et puis tout d'un coup j'entends frapper à la porte. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir la porte. Et là, c'est là que ça a dégénéré, quoi. Ghislain ne le sait pas encore, mais il est victime d'un homejacking. Une nouvelle délinquance venue des États-Unis il y a une dizaine d'années. Le principe est simple, les cambrioleurs s'introduisent dans une habitation, alors que ses occupants sont présents. Armes au poing, les malfaiteurs se font indiquer les biens précieux et repartent avec leur butin. Mais ce jour-là, pour Ghislain, l'agression va être ultra-violente. Et là, dès que j'ouvre à peine comme ça la porte, je vois un canon de fusil en travers. Donc moi, quand j'ai vu ce fusil, j'ai compris de suite qu'on se faisait braquer. J'ai appelé Guillaume, mon fils aîné, pour qu'il vienne m'aider. On a essayé de maintenir la pression derrière la porte. Empêcher les intrus d'entrer devient alors la priorité de Ghislain. Il sait que si les malfaiteurs parviennent à pénétrer dans la maison, le pire est à craindre. Dans un moment, la porte a cédé. Moi, j'ai été projeté la tête contre la cloison, où j'ai défoncé la cloison, avec la tête et l'épaule. Et mon fils, lui, s'est retrouvé le visage écrasé au sol sur le carrelage. 4 individus, habillés en noir, cagoulés et gantés, font irruption dans l'entrée. On ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont, on ne sait pas ce qu'ils ont absorbé. Donc là, j'ai dit, il faut surtout faire ce qu'ils te disent de faire. Et sinon, ça ne sert à rien de passer pour un héros. Si tu es mort, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, j'ai joué vraiment la sécurité par rapport à ma famille. Munis d'un fusil à pompe, d'un pistolet 9 mm et d'une batte de baseball, les malfaiteurs commencent à menacer Ghislain et ses fils. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, on sait que tu as 5 000 euros chez toi. Ils nous disent, il faut que tu nous les donnes. Bon, là, dans ma tête, je me suis dit, ça va pas être facile parce que je suis vraiment loin d'avoir 5 000 euros, quoi. Avoir 5 000 euros à la maison, c'est vraiment... Donc je me suis dit, là, je pense que tu sais, pour moi, j'étais mal parti, quoi. Ghislain leur indique alors l'emplacement de son coffre. Les malfrats y découvrent une somme bien loin de ce qu'ils imaginaient. Alors, pour obtenir plus, les cambrioleurs font monter la pression d'un cran. Donc ils me prennent par les cheveux, ils me traînent jusqu'au bureau. Là, ils me relèvent. Et le gars qui avait le revolver me dit, regarde, il me sort le chargeur était bien sûr garni. Il me dit, je suis pas un rigolo, si tu ne me dis pas où il y a tout ton argent. Et je dis, écoute, moi, j'ai pas d'argent, c'est tout ce que j'ai là. Donc je prends un coup de crosse en travers de la figure et je tombe sur le bureau. Et là, je commence à cracher les dents. Et là, je me dis, ça va très mal finir, quoi. Pendant que les individus saccagent les pièces de la maison, Ghislain n'a qu'une idée en tête, connaître le sort qui a été réservé à ses enfants. Donc c'est sur ce lit que les enfants ont été séquestrés, où ils ont été attachés dos à dos, tous les deux,
et où les malfrats leur ont demandé tout ce qu'ils voulaient savoir sur là où j'aurais pu éventuellement avoir de l'argent, où étaient les bijoux de la famille. Les enfants ont très très bien réagi, c'est comme ça qu'il fallait faire, quoi. D'ailleurs, je leur ai dit, vous avez bien fait, vous avez fait le bon choix, il fallait leur dire de suite qu'ils pouvaient tout prendre à la maison, comme ça ils nous laissaient tranquilles. C'était mieux comme ça pour tout le monde. Les individus vont s'acharner sur Ghislain pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils m'ont donc attaché sur cette chaise. Et cette chaise, moi dessus scotché, ils m'ont traîné jusqu'à la salle de bain. Sur la chaise. Sur la chaise, toujours sur la chaise. Ils m'ont traîné jusqu'au centre de la salle de bain. Là, ils m'ont bâillonné. Là, j'avais énormément de mal à respirer parce que j'avais le dent cassé, le nez cassé, donc je saignais beaucoup. Donc le scotch, c'est du scotch très large qui m'empêchait de respirer. Malgré ses blessures, Ghislain pense à sa femme. Elle doit rentrer du travail d'une minute à l'autre. Alors il va tenter le tout pour le tout, au péril de sa vie. J'ai réussi à attraper mon téléphone portable. Il était où? Il était dans la poche de mon pantalon. Et là, j'ai réussi à contacter ma femme. J'ai eu une barre, rien que, puisque là on est dans une salle de bain, c'est assez fermé, j'ai eu rien qu'une barre au téléphone. J'ai vu que ça passait, j'ai vite appelé ma femme, je lui ai expliqué, surtout ne rentre pas à la maison. Quelques minutes plus tard, la maison est plongée dans le silence. Guillaume, 13 ans, sort de sa chambre pour rejoindre son père. Mon fils aîné qui arrivait en sautant parce qu'il avait les deux pieds joints, il est arrivé vers moi. Et à nous deux, on a réussi à se libérer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à donner l'alerte. Le drame s'est déroulé il y a 3 ans. Pourtant, aujourd'hui, il hante encore Ghislain et sa famille. Bien sûr, il n'est pas chargé, mais les cartouches sont pas loin. Maintenant, c'est plus simplement l'objet de loisirs de chasse, c'est un objet de défense familiale même. S'il me faut intervenir pour défendre ma famille, je pense que j'hésiterai pas. Au final, Ghislain a vécu une heure d'enfer pour quelques centaines d'euros et des bijoux de famille volés. Je te dis qu'il faut mettre des lunettes. Aujourd'hui, l'enquête n'a toujours pas permis d'identifier les 4 malfaiteurs. Florence, la femme de Ghislain, était absente pendant l'agression. Mais c'est elle qui a dû soutenir la famille pendant cette épreuve. C'est la photo qui est parue dans le Midi Libre le 4 mars, donc c'est juste suite à l'agression. C'est pas des bons souvenirs. C'est pas des bons souvenirs. Après le drame, l'angoisse de Florence a laissé place à beaucoup de questions, sans réponse. Pourquoi attendre qu'on soit dans la maison? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de cambriolages qui ont lieu quand les gens ne sont pas chez eux. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi? Enfin, beaucoup de pourquoi. Et surtout, et la grosse question, c'est qui? Alors pourquoi le foyer de ce couple a-t-il été la cible d'une attaque aussi violente? Même si Ghislain et sa famille sont propriétaires d'un domaine vinicole depuis plusieurs générations, ils étaient bien loin d'imaginer qu'ils suscitaient des envies. Cette année, tu vois, on a une récolte qui est vraiment pas mal. On a un très bel état sanitaire. On a combien de raisins? On a des gros raisins quand même, déjà. Aujourd'hui, Ghislain et Florence se sentent en permanence en insécurité, au point d'avoir pris une décision radicale. En fait, il y a eu une enquête, mais qui a abouti à rien du tout. Pour moi, c'est un échec. Bon, certainement, ça me ferait de la peine de quitter mon village, de quitter ma famille. Mais je pense que je le ferai parce que... Pour l'avenir des enfants. Pour l'avenir des enfants. On a eu beau repeindre, déplacer les meubles, la maison, la structure de la maison reste la même. Et c'est vrai que pour Gauthier, c'est quelque chose de difficile. Donc peut-être à prendre un nouveau départ, le prendre carrément dans un autre pays. Le couple envisage donc d'abandonner ses hectares de vignes pour aller vivre en Argentine. Le homejacking, une forme de cambriolage ultra-violente, mais qui reste marginale. L'année dernière, en France, une dizaine d'affaires a été recensée.